père et de la mère dans la famille vis-à-vis de leur adolescent. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, directement ou indirectement. La consommation d'alcool chez les adolescents. À une période de la vie où l'on découvre de nombreuses choses et où l'influence de notre entourage peut jouer un rôle majeur. Je tiens à vous signaler qu'il est important de prendre du recul et de réfléchir aux choix que nous faisons. Vous savez que sur ma chaîne, je fais de la prévention, du moins pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Pour appuyer mon point de vue, je vais partager avec vous quelques exemples qui mettent en lumière les raisons pour lesquelles la sobriété peut être un choix non seulement responsable, mais également gratifiant. Cet exemple, je l'espère, suscitera la réflexion et encouragera chacun d'entre nous à repenser à notre relation avec l'alcool. Emma et Lucas se préparent pour aller à une soirée organisée par un groupe d'adolescents. Les deux jeunes s'entendent et décident d'un commun accord que, plutôt que de succomber à la pression sociale de leurs amis, ils décident de passer une soirée sans alcool. Durant toute la soirée, les deux amis découvrent qu'ils peuvent s'amuser et faire la fête sans boire de l'alcool. Ils dansent, rient et créent des souvenirs inoubliables. Marc, l'un de leurs amis, leur présente des boissons alcoolisées. Ils refusent, mais Marc insiste pour qu'ils boivent. Emma et Lucas lui font comprendre gentiment qu'ils ont décidé de rester sobres. Marc, alors, déçu par sa propre expérience avec l'alcool, commence à comprendre que l'influence de ses amis qui arrivent à le convaincre à consommer l'alcool n'en vaut pas la peine. La soirée se déroule de manière positive et Emma et Lucas partagent leur expérience avec d'autres adolescents présents à la soirée. Ils leur démontrent les avantages de rester sobre, comme avoir une meilleure santé mentale. Ça permet aussi de faire des choix plus responsables et une véritable connexion avec les autres. Plusieurs adolescents ce jour-là ont suivi l'exemple de Lucas et Emma. Ça les a inspirés et ils ont remis en question la culture de la consommation excessive d'alcool. Ils ont opté pour la plupart des soirées agréables, saines et mémorables sans alcool. Pour illustrer ce point, laissez-moi vous partager mon avis personnel. Cet exemple met en lumière les raisons pour lesquelles la sobriété peut être un choix non seulement responsable, mais aussi gratifiant. Cet exemple suscitera la réflexion et encouragera chacun d'entre nous à repenser à notre relation avec l'alcool. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire. La fête se déroule dans une ambiance bon enfant et les deux amis découvrent qu'ils peuvent s'amuser tout autant, voire plus, sans boire de l'alcool. Ils dansent, rient et créent des souvenirs inoubliables. Je dirais en conclusion que choisir de rester sobre peut être une décision cool et responsable. Ça favorise une vie épanouissante et équilibrée. Le rôle du père et de la mère dans la famille vis-à-vis de leur adolescent. L'enfant a été porté par sa mère pendant plusieurs mois
Pendant ce temps, il s'est établi une relation privilégiée avec elle. Progressivement, le père intervient dans ce duo, l'ouvrant vers l'extérieur et vers la société. Pendant l'adolescence, sa place devient cruciale pour permettre aux jeunes de se détacher de ses parents, pour amorcer sa propre vie et se trouver sa position dans la société. C'est le père qui réinscrit l'adolescent dans sa lignée et il facilite l'ouverture au temps qui passe tout en donnant un sens à la filiation et à l'héritage. Mais une mère peut également occuper ce rôle en aidant son enfant à se préparer, tout comme le père peut lui offrir chaleur et affection et en le maternant. À l'adolescence, l'accent est mis sur la séparation plutôt que sur la fusion. Se séparer pour la vie et non de quelqu'un. Cela signifie qu'il faut établir une distance adéquate, ni trop loin, ni trop près, ni tout savoir, ni tout ignorer. La séparation n'implique pas le reniement du passé, mais la mise en place d'une distance nécessaire. Si par exemple votre adolescent doit aller continuer ses études universitaires dans une autre ville, encouragez-le et laissez-le partir après avoir réglé tous les problèmes d'hébergement, etc. Donc, juste se rassurer qu'il ait une vie paisible et tranquille là-bas. C'est pour votre adolescent un pas vers l'autonomie qui va lui permettre d'aimer ailleurs, de découvrir de nouveaux amis, des amours différents et en même temps d'explorer ses propres valeurs, choix, par exemple d'études. La séparation constitue le défi majeur de l'adolescent, tout autant que les parents se questionnent sur leur rôle. Est-ce que j'aide mon enfant à se séparer de moi? Qu'est-ce que je veux transmettre à mon fils, à ma fille? Au nom de quoi? Savez-vous qu'une vie autonome est un processus délicat qui se prépare avant l'adolescence, puis se consolide à cette période. Ensuite, elle se poursuit tout au long de la vie. L'autonomie implique de vivre librement dans un espace défini, avec des projets et des limites personnelles et sociaux. Pour ceux qui ont des responsabilités familiales, il faut prendre des moments de plaisir ou de détente tout en conservant des intérêts personnels et peut-être même complexes. Le sentiment de culpabilité peut surgir lié à une norme extérieure. Je tiens à souligner qu'une vie autonome n'est pas une vie isolée, égoïste, mais elle est plutôt une responsabilité envers soi-même. Enfin, l'important est de se poser des questions sur son propre chemin, de reconnaître ses peurs, comme je l'ai souvent dit, les parents ont des peurs, ses hésitations et ses sentiments variés. Je vous encourage à accepter ces émotions et vous fais savoir que d'autres parents vivent des expériences similaires et veuillez prendre le temps de vous questionner sur le présent. À mon avis, l'idée est que l'adolescent standard n'existe pas, de même que les parents parfaits ou les enfants modèles. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je termine
en vous recommandant d'accepter cette réalité. Comment entretenir le dialogue avec nos adolescents et résoudre les conflits. 1. Je vais commencer par le dialogue, puis aborder le conflit. Veuillez suivre attentivement, s'il vous plaît. Je commence par 1. Le dialogue. Des expressions telles que il faut parler, il faut garder le contact, il faut communiquer, etc. jalonnent les discussions sur l'éducation. Comme si le dialogue constituait une assurance contre les difficultés, les querelles, les ruptures et la dislocation familiale. Il existe une multitude de manières de s'exprimer. Mais où serait l'intérêt et le plaisir de se parler si chacun partageait exactement les mêmes envies et les mêmes idées? Dites-le moi en commentaire. Moi, j'aime bien poser des questions. Le savez-vous? Parler devient intéressant lorsque quelqu'un veut exprimer sa propre pensée, c'est-à-dire sa différence. Les paroles sont parfois creuses quand on se sert des mots pour se dissimuler et pour se protéger. La société parle, informe, discute, etc. C'est l'ère de la communication aujourd'hui et des médias. Mais de quelle communication s'agit-il? Privé de contenu personnel, appauvrissant. Il y a parler et se parler, etc. Pour rencontrer quelqu'un et se découvrir soi-même, l'être humain parle. Osons-nous parler à nos enfants de ce qui nous touche, ce qui nous blesse? Le dialogue démarre dès qu'un des deux, que ce soit parent ou adolescent, pose une question et partage ce qui le passionne, le dérange, l'inquiète ou le touche. Ce dialogue se poursuit avec des silences et des questions sans nécessairement trouver des réponses immédiates, et parfois c'est le lendemain ou les jours suivants, tout comme nous. Je prends la deuxième partie, le conflit. Sur ce point de vue, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En ce qui concerne le conflit, personne n'en veut. Personne ne l'aime. Tout le monde rêve d'une famille harmonieuse et heureuse que rien ne doit troubler. Et pourtant, rien n'est moins sûr. Dites-moi qui a envie d'aller au-devant du conflit et de descendre dans l'arène? La plupart du temps, l'idée de capituler semble plus confortable. Le manque d'énergie, de temps, de confiance, puis il y a la peur du changement, peur de ses propres contradictions. Ça, je pense que nous le vivons tous. Je tiens à souligner que l'absence de conflit n'est certainement pas le critère de réussite éducative.
Les conflits surgissent à partir de détails quotidiens. Ils permettent l'expression et l'apprentissage de nos différences. Les conflits apprennent la vie et même la vie avec les autres. Comment les éviter? Comment s'en passer? Acceptons-nous qu'il puisse y avoir des conflits? Que signifie pour nous un danger, une blessure, une rupture, une part de vie, etc. Y a-t-il des conflits qui en valent la peine? Quand tu étais jeune, te disputais-tu avec tes parents? Les parents savent bien l'intérêt qu'ils suscitent chez leurs enfants en partageant leur enfance, leurs émotions, leurs bêtises, etc. Je vais vous donner l'exemple de mon père. Il m'a raconté que quand il était jeune, son voisin avait un poulailler. Il partait avec ses copains voler les œufs dans ce poulailler. Un jour, le voisin les a attrapés et leur a tiré les oreilles. Ils ont eu tellement mal qu'ils ne sont plus jamais là-bas. Ils ne sont plus jamais allés là-bas, pardon. L'adolescent a besoin lui aussi de connaître sa famille, tissue de relations vivantes à travers le temps, où il a sa place. Les parents ont vécu leur adolescence avec des difficultés différentes des leurs actuellement. Comment s'en sont-ils sortis? Est-ce que c'était difficile? Que reprochaient-ils à leurs parents et pourquoi? Dites-le moi en commentaire ce que vous avez vécu, ce que vous avez reproché à vos parents. Même si les relations entre parents et les grands-parents n'ont pas toujours été harmonieuses, les critiques que l'adolescent entend de ses parents sur leurs propres parents l'aident à prendre une distance salutaire parce que ses parents eux-mêmes prennent une distance salutaire et ouvrent de nouvelles perspectives. Malgré les conflits, la vie a continué et continuera. J'ai mis en troisième partie l'art de la bonne distance. À mon avis, vivre avec un adolescent constitue un jeu subtil entre proximité et distance. La distance est réelle pour être différent et être reconnu comme tel. La proximité est également réelle. Il vit dans la maison, ressemble à son père ou à sa mère, et ceux-ci ont des projets pour lui. Trop de proximité peut entraîner une confusion. Qui est qui? Qui dit quoi? Trop de distance rend impossible une vie commune. Il existe une juste distance à découvrir et à réajuster, un apprentissage qui concerne également la séparation, la solitude et l'espace personnel. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire de ce que vous pensez de cette question.